Donc voilà le dernier dossier, le dossier 6 de cette conférence d'orthopédie pour D4. Donc vous êtes encore interne d'orthopédie de garde, cette fois vous êtes appelé aux urgences pour mademoiselle D, 27 ans. Donc ici c'est une jeune femme de 27 ans, bien sûr vous allez penser au bêta-HCG. Elle est victime d'un AVP en moto à 120 km/h, donc elle roulait très vite, c'est un AVP à haute cinétique, donc c'est très grave. Elle est consciente et orientée, elle se plaint de douleurs diffuses dans tout le corps, mais surtout au niveau de la jambe droite et du cou, donc il y a potentiellement un traumatisme du rachis cervical. Alors, détaillez votre examen clinique, donc vous allez voir, ça va ressembler à l'examen clinique qu'on a déjà vu, c'est toujours la même chose en orthopédie, je vous l'ai déjà dit. Donc ses antécédents, notamment ses antécédents d'intervention chirurgicale, les traitements en cours, est-ce qu'elle a des traitements par anticoagulants, ça c'est important, les allergies, l'heure du dernier repas. Ensuite, l'autonomie, la profession et le membre dominant. Tout ça c'est important, c'est pas écrit là, mais c'est des choses qu'il faut retenir et qu'il faut toujours mettre dans l'interrogatoire en orthopédie. Le statut vaccinal, elle a possiblement une plaie quelque part et ça te vatte, donc pensez-y. Les circonstances de survenue, est-ce qu'elle a tapé un camion, est-ce qu'elle a tapé une benne à ordures, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Les protections, est-ce qu'elle avait un casque ou pas? Et enfin, est-ce qu'il y avait un trauma crânien ou une perte de connaissance? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce ne sera pas la même prise en charge. Peut-être qu'il faudra qu'elle aille d'abord en neurologie ou en neurochirurgie avant d'être prise en charge en orthopédie. L'examen physique ensuite, donc commencez devant tout polytraumatisé par parler de ça. Le maintien de l'axe crânio-rachidien en rectitude, d'accord? Ça peut être un 0. Ne vous amusez pas à bouger un rachis tant que vous n'avez pas éliminé une fracture instable. Donc collier cervical rigide avec appui mentonnier et occipital, c'est important. Ensuite, vous allez essayer de savoir en tout cas si la patiente est en choc, si elle est en train de mourir, donc toutes les constantes, on l'a déjà vu précédemment. Vous pouvez rajouter en plus de la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la fréquence respiratoire, la SAT, la température, la BU, le dextro, le CG et le Glasgow. Comme ça, vous mettez tout ici. Donc, recherche de signes d'instabilité hémodynamique. Ensuite, l'examen cardiovasculaire avec les pouls périphériques, l'auscultation cardiaque, l'examen pulmonaire. Qu'est-ce que vous allez rechercher dans un traumatisme à haute cinétique à l'examen pulmonaire? Ça va être des signes de lutte, d'hypoxie, mais surtout des signes d'hémothorax, de pneumothorax. Recherche d'un volet costal. L'examen neurologique qui va être capital. Est-ce qu'elle est consciente et orientée? D'accord, on vous le dit plus ou moins dans l'énoncé, mais recherchez l'état de conscience par le Glasgow, des signes de localisation, tout ça sera en faveur d'un processus expansif intracrânien, les réflexes photomoteurs, et on va rechercher aussi des signes de compression médulaire, parce qu'il y a possiblement un traumatisme rachidien, donc c'est important de rechercher ça. Comment on recherche ça? Les réflexes cutanéo-plantaires, donc le signe de Babinski, les réflexes ostéotendineux et un TR, d'accord, à la recherche d'une atonie sphinctérienne en faveur d'une compression médulaire, d'un syndrome de la queue de cheval. L'examen abdominal, donc là vous allez rechercher un hémopéritoine. Comment on recherche ça? Vous allez rechercher des signes d'irritation péritonéale. Je ne pense pas que ce soit la peine de rentrer dans les détails, douleur, défense, BU, etc. Et enfin, l'examen ostéo-articulaire, vous allez rechercher une douleur, une déformation, une impotence fonctionnelle éventuellement, donc les signes fonctionnels toujours, et vous allez palper l'ensemble du cadre osseux à la recherche de fractures. Et enfin l'examen cutané, en dernier, la recherche de flictène et de plaies. On vous a précisé dans l'énoncé qu'elle avait un problème au niveau de la jambe droite, donc intéressez-vous à la jambe droite. L'examen de la jambe droite, vous allez rechercher une déformation, vous allez rechercher des complications locales, c'est toujours les mêmes en orthopédie, peau ou nerf, donc les complications vasculaires, nerveuses et cutanées, on en a déjà parlé, c'est toujours les mêmes. À l'examen, vous retrouvez un traumatisme crânien avec une brève perte de connaissance au moment du choc, une déformation du membre inférieur droit avec une ouverture cutanée, donc il y a une fracture ouverte. Elle ne présente par ailleurs pas de signe d'instabilité hémodynamique ou respiratoire. Détaillez votre bilan biologique, qu'en attendez-vous? Donc n'oubliez pas, elle a une fracture ouverte, quelque part, il faudra parler de SADVAT. Elle a un trauma crânien, donc il faudra rechercher un trauma rachidien associé. Donc n'oubliez pas, d'autant plus qu'elle a une douleur du cou. Donc le scanner corps entier avec un scanner cérébral et un scanner du rachis va s'imposer. Donc votre bilan biologique ici, on vous demandait. Donc l'ANUM, la CRP, à la recherche d'une anémie et d'un syndrome inflammatoire. Le iono-urécréate à la recherche de troubles hydroélectrolytiques, vous recherchez la fonction rénale. Cette patiente, on va probablement l'opérer, elle a une fracture ouverte jusqu'à preuve du contraire. Donc, vous allez rechercher un bilan pré-transfusionnel, groupe Rhesus-RAI, un bilan d'hémostase aussi dans le bilan préopératoire, un bilan hépatique à la recherche d'une contusion hépatique. On peut éventuellement faire une lipase aussi à la recherche d'une contusion pancréatique. Ensuite, la troponine, elle peut avoir une contusion myocardique, les gaz du sang. Elle était jeune, elle a 27 ans, c'est une femme, n'oubliez pas les bêta-HCG, ça peut être un 0. Elle a eu un accident de moto, elle était peut-être ivre, donc n'oubliez pas l'alcoolémie. Et enfin, la BU, vous en avez parlé précédemment, vous pouvez en reparler ici, à la recherche d'une hématurie en faveur d'un traumatisme au niveau des voies urinaires.
Comment conduisez-vous votre bilan d'imagerie? Donc le bilan d'imagerie, dans un premier temps, en maintenant toujours la rectitude crânio-rachidienne, ça c'est important, vous allez d'abord faire une radio de thorax de face, à la recherche d'un hémopéricarde, un hémopéritoine, un hémothorax, une radio de bassin de face, à la recherche d'une fracture, une échographie abdominale, et avec la sonde d'échographie, vous allez passer sur le péricarde et au niveau pleural, tout ça à la recherche d'un épanchement, à la recherche de sang. Dans un deuxième temps, une fois que la patiente est stabilisée, du point de vue hémodynamique, vous allez pouvoir la passer dans un scanner. Donc elle va avoir un scanner du corps entier. Donc corps entier, ça commence par un crâne sans injection pour rechercher une hémorragie. Ensuite le rachis, donc cervical, dorso-lombaire. Et ça, vous allez faire une reconstruction en 3 dimensions, avec des reconstructions sagittales et frontales pour éventuellement un bilan préopératoire de lésions rachidiennes éventuelles. Puis, vous allez passer sur le thorax, l'abdomen et enfin le pelvis, après injection cette fois de produits de contraste. Dans un troisième temps, on vous a parlé de ce problème au niveau de la jambe, donc faites des radios de la jambe droite de face plus profil. On vous a dit aussi qu'elle avait des douleurs du cou, certes on lui fait un scanner du rachis. Moi je mettrai dans ma copie quand même des radios du cou, du rachis cervical, face profil 3/4. Rappelez la classification de Cauchois et son intérêt. Donc ici il y a une fracture ouverte, hein, on l'a vu. Donc la classification de Cauchois, c'est une classification qui est pronostique. Cauchois 1, c'est une ouverture ponctiforme ou une ouverture linéaire, c'est-à-dire qu'après parage des berges, on pourra fermer les deux berges sans tension. Donc c'est de bons pronostics. Ensuite, la Cauchois 2, après parage, on va pouvoir fermer, c'est sûr, mais ce sera une fermeture en tension. Donc il y a des berges qui sont de vitalité douteuse. Et enfin, la Cauchois 3, c'est une perte de substance importante avec une fermeture impossible après parage. Donc il faudra de toute façon une greffe éventuelle ou un lambeau. Ça c'est la Cauchois 3, donc il y a un risque d'infection important. Donc c'est une classification qui est pronostique. Elle est pronostique du risque infectieux et donc du risque d'exposition du foyer de fracture à des germes et du matériel d'ostéosynthèse qu'on va mettre et donc d'un retard de consolidation important. Donc le bilan pratiqué est sans particularité, hormis les radios suivantes. Donc voilà les 2 radios que vous avez. On vous demande de décrire la radio de jambe. Donc comment on décrit une radio, c'est toujours pareil. C'est une radio de jambe droite de face, d'accord? Donc on va d'abord décrire le trait de fracture. C'est une fracture qui est diaphysaire. Où est-ce qu'elle est? Elle est diaphysaire, elle a la jonction du tiers inférieur et du tiers moyen du tibia droit. On caractérise cette fracture. Est-ce qu'elle est comminutive? Non, ce n'est pas le cas. Elle est en aile de papillon ici. Est-ce qu'elle est articulaire ou pas? Ici, elle est extra-articulaire. Et ensuite, on va parler du déplacement. Donc, c'est une fracture qui est déplacée en translation externe, en l'occurrence. Ensuite, quand vous décrivez une radio, surtout s'il y a une articulation pas loin, pensez à préciser s'il y a une luxation. D'accord, vous regardez les contours articulaires, regardez s'il y a une congruence entre les deux surfaces articulaires. Ici, il n'y avait pas du tout ce problème-là, mais pensez à regarder ça pour les fractures de cheville notamment. Et toujours l'os sous-jacent, ici une trame osseuse normale. Détaillez votre prise en charge sur le plan thérapeutique de la fracture de jambe aux urgences. Donc uniquement aux urgences, vous mettez toujours le patient à jeun, vous appelez l'anesthésiste. Ici c'est une fracture ouverte, donc SADVAT, n'oubliez pas. Qu'est-ce que vous allez faire pour cette plaie? Vous allez faire un pansement bétadiné, antiseptique sur la plaie. N'oubliez pas l'antibioprophylaxie par de l'augmentin 48 heures intraveineuse. Et vous allez immobiliser la jambe pour diminuer la douleur. Donc immobilisation antalgique par une attelle et les mesures antalgiques médicamenteuses, toujours à ne pas oublier. Ensuite, vous allez décrire la radio du rachis. Quelle est votre prise en charge thérapeutique du rachis en urgence? Donc cette radio, elle était parfaitement normale. C'est une radio du rachis cervical, le profil qui est normal. Donc une radio normale après un traumatisme cervical et des douleurs du cou, c'est une entorse du rachis cervical jusqu'à preuve du contraire. Vous ne savez pas à ce stade si c'est une entorse bénigne ou une entorse grave. Donc comment on prend en charge une entorse quand on ne sait pas exactement sa nature? C'est un traitement orthopédique. On immobilise le cou par un collier cervical pour des mesures antalgiques et aussi parce qu'on ne sait pas si c'est stable ou instable comme lésion. Donc on va mettre un collier cervical 10 jours. Le seul moyen de faire la différence entre une entorse grave et une entorse bénigne, c'est de faire des clichés dynamiques. Les clichés dynamiques, on ne peut pas les faire dans l'immédiat parce qu'il y a une contracture réflexe, d'accord, à cause de la douleur. Il y a une contracture réflexe, donc il faut lutter contre cette contracture réflexe. Pour faire ça, on va donner des antalgiques, des AINS et des myorelaxants. Et on va revoir la patiente 10 jours après. Et à ce moment-là, on pourra lui faire des clichés dynamiques. Avant de faire ces clichés dynamiques, il faut être certain de l'absence de contracture médicale et il faut être en présence d'un médecin normalement. Voilà. Ces clichés dynamiques vont permettre la recherche de signes d'instabilité. Si on trouve des signes d'instabilité, ce sera en faveur d'une entorse grave du rachis cervical.
et toujours à chaque fois qu'on initie un traitement, la surveillance. La fracture de jambe, on vous dit qu'elle est traitée par enclouage centromédulaire. Durant la nuit après l'intervention, la patiente se plaint après son réveil d'une douleur insupportable, croissante de sa jambe droite, avec une sensation de striction intense qui résiste au morphinique. Une douleur en post-opératoire, surtout après un enclouage centromédulaire qui résiste au morphinique. Il n'y a pas 1000 diagnostics, c'est évidemment un syndrome des loges. Quel signe recherchez-vous pour étayer votre diagnostic? Quelle est votre conduite à tenir? Donc ici, c'est un syndrome des loges de la jambe droite. Les signes pour étayer le diagnostic, donc ça va être l'examen physique. On va rechercher les loges tendues avec une peau luisante. On va rechercher une majoration de la douleur à la palpation des loges. Et on va rechercher une hypoesthésie dans le territoire du nerf tibial antérieur. C'est le premier qui va être, c'est le premier endroit qui va être touché. Ça va être une hypoesthésie entre le premier et deuxième orteil dans la première commissure. Voilà, le nerf tibial antérieur, c'est pareil que le sciatique poplité externe, c'est le nouveau nom. Et bien entendu, les pouls seront conservés, parce qu'on a déjà expliqué le syndrome des loges. Il ne va pas y avoir de compression de l'artère, parce que les pressions artérielles ne sont pas du tout sensibles à l'élévation de pression dans la loge. C'est des pressions qui sont beaucoup plus élevées, donc l'artère pourra continuer à battre et les pouls seront conservés. C'est une urgence thérapeutique. D'accord, il faut appeler le chirurgien en urgence pour faire une aponeurotomie de décharge. Si vous vous posez la question de est-ce qu'il faut prendre la tension dans les loges ou pas, mettez-le, mais précisez que c'est sans retarder le traitement. D'accord? Donc aponeurotomie de décharge, les 4 loges de la jambe droite au bloc opératoire. Voilà, donc ce dossier est terminé. Comment on décrit une radio à l'internat? On en a vu plusieurs au cours de ces 6 dossiers. C'est toujours pareil. Donc précisez d'abord l'examen qu'on a sous les yeux, c'est une radio standard 2, et précisez si c'est donc l'os qu'on a sous les yeux, l'articulation, n'oubliez pas le côté, n'oubliez pas l'incidence. Ensuite, vous décrivez le trait de fracture, sa localisation, son aspect, est-ce qu'il est transversal, spyroïde, en aile de papillon, est-ce qu'il est comminutif ou pas, et le nombre de fragments éventuellement. Et ensuite, n'oubliez pas de préciser le caractère articulaire ou extra-articulaire. Ensuite, vous allez caractériser le déplacement. C'est toujours le déplacement du fragment distal par rapport au fragment proximal. Est-ce que cette fracture est associée ou non à une luxation? D'accord, vous allez vous intéresser à l'intégrité des rapports articulaires. Et ensuite, n'oubliez pas l'os sous-jacent, je crois que je l'ai assez répété. Est-ce que c'est une trame osseuse normale? Est-ce qu'il y a une déminéralisation osseuse diffuse? Ou bien est-ce que c'est un os pathologique? Voilà, donc là l'item traité c'était l'item 201, évaluation de la gravité, recherche des complications précoces, c'est un polytraumatisé et c'est un traumatisé des membres. Voilà pour ce dossier et voilà pour cette conférence. J'espère que ça vous a plu, travaillez bien et bon courage pour ce concours qui approche.